Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe, collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Moi, je suis Raphaël. Je viens de Vendée. J'ai 73 ans. Oui, je suis féministe depuis un paquet d'années quand même. Dans les années 80, on a créé avec des copines une association lesbienne féministe qui fonctionne toujours. Donc. Tu veux nous en parler, cette association ? Oui, c'était à l'espace Simone de Beauvoir. Alors au début, c'est vrai que c'était carrément... le truc, c'était est-ce qu'on allait se présenter comme lesbienne ou pas à l'époque. Mais même à cette époque-là, alors que c'était open là-bas, il n'y avait pas de problème. On se disait est-ce qu'on se dit lesbienne ou pas alors qu'on créait une association lesbienne féministe. Donc après, il n'y a eu aucun problème et on a vraiment créé cette association-là qui a fonctionné très très bien, quoi. Une association qui a été créée dans quelle ville du coup ? À Nantes. Ouais. Donc une association lesbienne féministe. Et pour toi du coup, être féministe, c'est quoi concrètement ? Être féministe, c'est pouvoir faire quelque chose de cette forme d'impuissance, sinon, et de colère qu'on peut avoir sans arrêt, quoi, dans la vie de tous les jours, quoi. Au quotidien, on est sans arrêt soumise à cette domination patriarcale. Enfin voilà, c'est tout le temps. Et quand on commence à prendre conscience de ce que c'est que cette oppression, c'est exponentiel, quoi. C'est exponentiel, c'est surtout tout le temps. Donc être féministe, c'est pouvoir mettre une énergie, cette énergie négative, la transformer en quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Du coup, j'ai une question, moi, parce que souvent, quand on dit qu'on est féministe, j'imagine que toi, ça a dû t'arriver aussi, on a la réponse « Ah non, moi, je suis pas féministe, j'aime les hommes. » Alors du coup, qu'est-ce que tu réponds ? Alors moi, c'est même pas le problème, puisque de toute façon, moi, j'aime les femmes. C'est même pas la question. Pour moi, c'est pas, on peut être féministe et aimer les hommes. Et c'est plus compliqué, je sais pas comment font les hétéros, effectivement. Oui, c'est plus compliqué, oui. Moi, je trouve que mon truc préféré, c'est de dire que j'ai pas choisi d'être lesbienne, mais quelle chance j'ai eue. Je trouve que c'est une chance d'être lesbienne, effectivement. Je voudrais pas être hétéro. Parce que ça doit être compliqué, effectivement, au quotidien. Enfin, ça doit être compliqué d'être hétéro, oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, enfin moi ça m'attriste toujours quand une femme me dit j'aime les hommes, donc du coup je suis pas féministe, comme si c'était incompatible en fait. Du coup moi je réponds toujours moi je les aime aussi bien cuits avec du sel. Voilà. Alors, on va parler du procès Pellico. Alors, avant le procès, comment tu te définissais exactement par rapport à ton féminisme ? Parce que là, tu nous as parlé de ton féminisme du début. Où tu en étais à ce moment-là ? Est-ce que tu militais toujours ou pas ? Disons que moi, je suis plutôt dans des actions parce que je suis pas une grande militante, en fait. J'ai du mal à me tenir à quelque chose de très contraignant. Moi, j'aime bien des travaux ponctuels de sensibilisation. Donc, effectivement, sur La Roche-sur-Yon, où j'habite, on faisait des collages avec des femmes, des collages féministes, qui au bout d'un moment j'ai arrêté parce que cette ville-là avec un maire de droite, ça ne changerait pas grand-chose, peut-être s'il était de gauche, mais enfin, avec ce maire, ce qu'on collait le soir, au matin, c'était parti. Donc ça m'a un petit peu désolée. Après, toute seule, je faisais des espèces d'autocollants que je préparais, que je collais partout dans la ville comme ça, toute seule. Tu peux donner des exemples de phrases que tu collais ? C'était beaucoup par rapport à la pornographie, la prostitution. Tu peux donner des exemples de phrases, par exemple ? La pornographie égale sexualité, et un coup de pelle dans la gueule, c'est du jardinage. Donc c'est valable pour pornographie et la prostitution, parce que les deux, c'est la même chose. Donc on a bien compris que tu es abolitionniste de la prostitution et de la pornographie. Oui, je suis dans ce féminisme-là, et je fais même jusqu'à dire que si on n'est pas abolitionniste et anti-pornographie, anti-GPA, je vois pas comment on peut être féministe
sans ça, quoi. Enfin, je vois pas comment on peut défendre la prostitution et la... Enfin, Il y a un paradoxe énorme qui est que, on va dire, le féminisme dit mainstream, et je mettrais du coup des guillemets à féminisme, considère que la pornographie c'est cool, c'est une façon d'éduquer les enfants à la sexualité, que la prostitution c'est du travail du sexe. Rien que de dire ça, je suffoque un peu, et bien sûr que la GPA, c'est génial parce que c'est un moyen pour les femmes pauvres de gagner leur vie, et en plus, c'est un moyen pour les personnes qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas d'ailleurs, mener une grossesse à terme, d'avoir quand même un enfant. Moi, je trouve ça terrifiant, ce monde-là, qui est ultra-libéral. Oui, et le problème, c'est que c'est la pensée dominante en ce moment. Tout ce mouvement queer, non-binaire, LGBT, QXYZ, c'est repris par les médias, comme si c'était la pensée progressiste. Et nous qui sommes juste féministes, sans guillemets, eh ben, on est les réacs, on est les transphobes, on est les putophobes, on est... et il y a une espèce de renversement, là. Enfin, je trouve qu'il y a des renversements, enfin, au niveau du langage, qu'on voit bien, par exemple, le slogan qu'il y avait à l'époque, dans les années 70, 80, mon corps m'appartient par rapport à l'avortement. Et maintenant, ils reprennent ça, les néo-féministes, là, reprennent ça en disant, mon corps m'appartient, et du coup, c'est, je peux le prostituer, je peux faire la GPA. Et donc, c'est une perversion totale, quoi, au niveau de la langue, quoi. Ils reprennent nos trucs en les pervertissant. Et c'est pour ça qu'on s'en sort pas. Il y a le langage aussi qui vient se mettre là-dedans. Moi, plutôt que néo-féministe, je dirais post-féministe, en fait. Parce que ça peut pas être du féminisme. C'est comme le post-matérialisme, c'est de la pensée religieuse. Et donc, le néo-féminisme, c'est pas du féminisme, c'est du post-féminisme. C'est-à-dire que c'est une pensée qui violente la pensée féministe. Oui, donc on peut dire même pseudo-féministe. Ouais, pseudo-féministe. Pseudo-féminisme, parce que je vois pas comment ça peut en être. On est bien d'accord, oui. Comment as-tu entendu parler de l'affaire Pellicot la première fois et qu'est-ce que tu as ressenti en entendant exactement ce qui se passait et où c'était plus précisément? Alors, je me souviens plus trop, effectivement, comment j'en ai entendu parler. Il me semble que c'est par les journaux, hein. Enfin, moi, je crois que je l'ai pas connu avant le procès. C'était quand? Ça a été au niveau des années. Au niveau des médias, Dominique Pellicot, il a été arrêté le 2 novembre 2020. Oui. Donc l'enquête, elle durait depuis quelques temps déjà. À ce moment-là, les faits ont commencé à être diffusés un peu dans la presse locale en 2021. Oui. Et puis c'était un peu des entrefilets au départ, hein. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un défaut de médiatisation, hein, clairement, sur la gravité de ce qui était reproché aux 51 violeurs. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Mais bon, comme d'habitude, en fait, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de viol, les gens n'ont pas envie qu'on remette en question leur certitude. C'est surtout qu'au début, je pense, il n'y avait pas les violeurs, c'est-à-dire que ils ont chopé Pellicot, effectivement, et ils ont dit qu'il soumettait sa femme, voilà, mais il n'y avait absolument pas les 50 violeurs, c'est venu qu'après, donc l'étendue, petit à petit, tout doucement. Donc au départ, on était parti sur faits divers, etc. Et puis l'ampleur est venue petit à petit, hein, je crois que c'est ça en fait. En fait, la police a enquêté et a découvert les faits, mais a arrêté les violeurs progressivement, en fait. Ça a été très long, c'est pour ça qu'en fait, il y en a qui étaient en préventif, d'autres qui n'étaient pas encore arrêtés, donc il y en a qui sont sortis parce qu'ils avaient déjà fait un an de préventif, pendant que d'autres entraient en prison parce qu'ils étaient attrapés. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 51 violeurs à ce moment-là. Je dirais que les comptes ont été arrêtés à ce moment-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais qu'à un moment donné, il fallait faire le procès, 4 ans après le début de l'enquête. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai dû en entendre parler uniquement un peu avant le procès, quoi. Pas avant, en fait. Juste au moment où le procès allait avoir lieu. Donc effectivement, quand j'ai entendu tous les faits, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'avait subi Gisèle Pellicot, j'étais forcément... Enfin, il n'y a même pas de nom, quoi. Dire de quoi ils sont capables. Et ce que j'ai pu ressentir, c'était effectivement, c'est là que ça m'a troublée. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu ressentir par rapport à Gisèle, c'est une forme de... Comme ce que j'aurais pu ressentir si ça avait été moi, en fait. Une forme de pitié, de honte. J'avais envie de mettre ça à distance tellement ça me touchait, quoi. Et donc, ce qu'elle a fait, justement, dans ce procès, moi, je trouve c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est que quand on dit la honte doit changer de camp, bon, des choses en tant que féministe, voilà, c'est une forme de mantra, enfin, c'est un slogan, et on y croit, et on a l'impression qu'on est là-dedans. Et ce qu'elle a fait, Gisèle Pellicot, je trouve que, justement, elle a incarné ça. Elle a incarné la honte qui change de camp. Si elle a eu tant d'orage, j'allais dire, auprès des femmes, c'est qu'elle a fait quelque chose.
Elle a renversé quelque chose. Quand je dis renverser la table, c'est vraiment ça. Du coup, c'est comme si elle restitue à toutes les femmes, ben justement, il n'y a plus de honte. Elle renverse la honte, mais c'est incarné cette fois. C'est plus des mots. Et donc, toutes les femmes, à travers elles, vivent ça. Ça, moi, j'ai trouvé ça complètement... c'est transformé le plomb en or, quoi. C'est vraiment... elle nous a fait du bien. Enfin, moi, en tant que féministe, enfin, ben, je suis là en tant que femme aussi. Je veux dire, quand je suis allée au procès après, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais j'y allais en tant que féministe, mais j'y allais en tant que femme, à toutes les personnes qui étaient là, aussi bien les militantes féministes que les femmes, on était toutes en tant que femmes, quoi. Et donc, le bien qu'il nous a fait, je trouve que c'est ça, c'est d'avoir incarné cette non-honte, quoi. Ouais, c'est un cadeau énorme, en fait. C'est une restitution de notre dignité aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai. De notre histoire. À quel moment tu as décidé de venir à Avignon? Parce que quand même, tu habites à l'autre bout de la France. Donc, comment ça s'est passé? Raconte comment tu t'es progressivement engagée avec les Amazones d'Avignon. Oui, donc j'ai eu une amie sur Avignon. J'avais projeté de venir la voir. Je savais qu'il y avait le procès, donc je me suis dit, je vais venir au procès, vu que mon amie habite en plus tout près des palais de justice. Et donc, le lendemain du jour où je suis arrivée, en fait, je suis allée au tribunal. Et là, il y avait des femmes qui étaient interviewées. Eh ben, c'était vous deux, qui étaient interviewées par je ne sais plus quel média. Je savais pas qui vous étiez. Et je vous ai demandé si je pouvais approcher pour écouter ce que vous disiez. Ben, j'ai trouvé ça, c'était d'une limpidité. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. Parce que ce que vous disiez, c'est exactement ce que j'aurais pu dire. Et c'était d'une clarté, d'une limpidité. C'était franchement, enfin... Donc, je vous ai suivi dans pas mal d'interviews parce que ça me faisait un bien fou d'entendre ces paroles que moi je trouvais très justes, très très justes. Alors donc, déjà avant, j'avais dû voir sur Facebook, là j'avais dû vous voir, j'avais vu les Amazones et j'avais envoyé un petit mot, mais comme je manipule très mal tout ça, j'avais demandé si quand je serais à Avignon, est-ce que je pourrais venir faire des actions avec vous. J'ai vu après, 15 jours après, mais une fois que je vous connaissais, que vous aviez répondu, mais donc voilà, enfin bon, bref, j'ai pris le train en marche, on peut dire comme ça. Je vous ai suivi partout en fait, et je vous ai demandé si je pouvais participer au collage. Et donc après, j'ai fait tous les collages, et c'était, pour moi, c'était un cadeau aussi, quoi. Un cadeau aussi de vous rencontrer et de trouver des femmes aussi militantes et aussi, enfin, vous étiez présentes là tout le temps, quoi. Enfin, moi, je suis arrivée 1 mois et demi avant la fin du procès, et vous étiez là tous les jours. Ça m'a épaté de voir à quel point vous étiez active et présente et avec toujours une force et des mots très très justes. Pour moi, c'était très juste. Voilà, par rapport aux Amazones, c'est quelque chose de très juste. Moi, je me souviens très bien quand on s'est rencontrés et que j'ai senti, bon, c'est vrai, tu nous as posé des questions et j'ai senti que tu étais à la fois très contente de nous voir et soulagée aussi. Il y a des féministes ici, voilà. Ouais, tu sentais que, voilà, il y avait voilà, on était là, tu avais trouvé ton truc, voilà, tu étais voilà, un peu chez toi aussi, voilà, un peu chez toi à ce moment-là, ta place dans le procès. Oui. Tu es venu coller tout de suite parce qu'on t'a dit est-ce que tu veux venir avec nous et t'as tout de suite, t'étais embarqué quoi dans le groupe. Oui, quand tu dis me sentir chez moi, c'est exactement ça. Je me suis sentie chez moi avec vous. Voilà. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu sur le groupe WhatsApp aussi, t'avais mis un message, parce qu'en fait, je pense que moi, je devais être beaucoup en interview, donc on n'a peut-être pas beaucoup parlé. Par contre, je crois que t'as beaucoup parlé avec Valentine. Oui. Et avoir lu sur notre discussion WhatsApp, oh là là, on a trouvé une femme, elle est féministe radicale, elle a envie de venir coller avec nous, on avait dit trop chouette et tout. Et c'est vrai que, dès le soir même, en fait, puisque comme on collait quand même, pas tous les jours, mais presque, on t'a vu quand même très vite. Oui. Et au début, tu étais là pour une grosse semaine, hein? Oui, je sais plus exactement, mais c'est vrai que j'avais un billet de train, je sais plus quand est-ce qu'il repartait mon train, mais j'ai repoussé, et puis je voulais être là pour le verdict, et donc le verdict, effectivement, c'était juste la veille où je partais, donc tout s'est bien calé, mais effectivement, en reportant mon voyage plusieurs fois, oui. Donc je pouvais plus partir, oui. Ouais, d'une semaine, t'es resté 1 mois et demi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. En gros, oui. Et c'est là que les liens se sont un peu noués et que tu es devenue une Amazone d'Avignon. Voilà, et ravie de l'être. Alors, à l'issue du procès, penses-tu que les femmes qui ont participé formaient une communauté de femmes? Et est-ce que tu sens pour toi que ce sentiment perdure? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est noué à ce moment-là? Et est-ce que tu penses que c'est toujours là ou c'est parti avec le procès? Globalement, par rapport au procès, moi j'ai senti quelque chose de très très fort dans ce procès, à la fois du côté des Amazones, hein, puisque c'était les seules féministes qui étaient là, à vrai dire, les autres on les voyait pas vraiment. Donc oui, du côté du collectif des Amazones, et puis aussi de toutes les femmes qui étaient là,
les femmes lambda entre guillemets, parce qu'on est toutes des femmes lambda. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très fort entre toutes les femmes, justement. Qu'il y avait quelque chose d'une sororité, mon sororité, je sais pas trop quoi en faire, à vrai dire. Mais de sentir quelque chose de très fort entre les femmes, de par leurs conditions de femmes, de par leur vécu de femmes, leurs expériences de femmes, avec tout ce que les femmes peuvent vivre au niveau de l'oppression des hommes. Et j'ai senti que les femmes étaient là toutes pour la même chose, en fait. Qu'à travers Gisèle, tout le monde relevait la tête et tout le monde était là pour la soutenir et que c'était elle qui nous soutenait aussi. Il y avait ces espèces de choses qui se passaient dans les deux sens, je trouve. Et moi, j'ai eu l'impression de vivre des choses fortes avec des femmes qui étaient là. C'est un des premiers jours où j'étais là. Il y avait une femme qui sortait de la salle d'audience, de la salle de retransmission, puisqu'on ne pouvait pas aller dans la salle d'audience directement. Un journaliste qui vient vers nous deux, moi j'étais à côté d'elle, et qui dit est-ce que je peux vous interviewer Je dis moi j'étais pas dans la salle. Et la femme elle dit moi j'y étais, mais je peux pas vous répondre, je veux pas vous répondre. Et elle commence à pleurer. Et là spontanément, ce qui est pas mon genre, je suis pas trop comme ça, je l'ai prise dans mes bras. Et là, elle est restée tout un temps à pleurer. Voilà, elle est partie. Et le lendemain, j'ai fait la queue. Je suis arrivée, je sais pas quelle heure il était, mais elle arrivait dans les premières, donc elle était en début là, de la queue. Et je sais pas, je l'avais pas vue. Moi, comme je circulais beaucoup pour prendre des photos, elle m'a vue. Et elle est venue, là, elle m'a rejointe où j'étais dans la queue. Et elle est venue me prendre dans ses bras. Et elle m'a embrassée en me disant, j'oublierai jamais. Et je lui dis, mais moi non plus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose avec une inconnue comme ça. Pour moi, là, il se passait vraiment quelque chose entre toutes les femmes qui étaient là. Voilà. Là, après, du côté des Amazones, moi, ce que je sens, je sais pas si je peux parler de sororité. Moi, ce que je sens, c'est de l'énergie, une espèce d'énergie positive. Moi, ce qui me plaît beaucoup au niveau des Amazones, la boucle des Amazones, elle est très vivante, elle est très active. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, c'est comme un espèce ce qui vient, c'est le cordon ombilical, tiens, c'est marrant. Mais un espèce de truc qui me relie, j'ai l'impression de vivre avec les Amazones au quotidien, quoi, en fait. Donc, il y a quelque chose de fort, oui. Je sens que je suis avec ce groupe de femmes au quotidien, quoi, en fait. Et ça, c'est bien. Ça fait partie de mon quotidien et ça fait du bien dans ma vie, oui. Et d'ailleurs, t'es de plus en plus souvent à Avignon. Oui, j'avais quand même le projet de venir sur Avignon, mais effectivement, le fait qu'il y ait des féministes comme les Amazones sur Avignon, pour moi, ça fait partie des raisons de venir maintenant, de m'insérer, quoi. Pour moi, ça me permet de m'insérer aussi à Avignon sur quelque chose qui est vital pour moi, quoi, en gros. Pour revenir au procès, est-ce que tu penses que le traitement médiatique a été fidèle à ce que tu as vécu ? Effectivement, j'avais l'impression qu'il se passait plein de choses au niveau de la salle des pas perdus, puis à l'extérieur. Il y avait énormément de journalistes, qui étaient là du monde entier. Il y avait plein de monde, et ça, j'avais l'impression qu'on existait enfin. Les féministes existaient enfin dans les médias, et j'ai pas vérifié ce qui se disait après à la radio. Moi, j'ai mes voisins qui m'ont dit, mes voisines qui m'ont dit, on t'a vu à la télé, mais effectivement, c'était 2 secondes sur Arte et sur la 1 et sur où on m'a vu circuler là, on m'a reconnu, je sais pas comment d'ailleurs, parce que mais par contre, on m'a interviewé plusieurs fois, je sais pas ce que c'est devenu. J'ai vu que vous aviez été interviewé plein de fois, et ça me plaisait beaucoup. Je me disais ça y est, on nous entend. Après, j'ai regardé quelques émissions, je me souviens plus, à vrai dire. Je suis pas sûre que notre parole ait vraiment été. Si, il y a eu ce qui m'avait plu, c'était l'émission Les Pieds sur Terre, où là, effectivement, j'ai trouvé que c'était bien. C'est moi qui t'ai interviewé. Oui, je me rappelle bien. Et il y avait plusieurs femmes qui parlaient, dont toi, et j'ai dit à tout le monde après d'écouter, bien sûr. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Les hommes étaient intéressants aussi, mais je sais pas si c'était très représentatif, parce qu'ils disaient des choses intelligentes et intéressantes. C'est vrai, j'étais surprise. Mais c'est vrai qu'on est toujours surprise quand ils disent un truc intelligent. C'est vrai, je sais pas où ils sont allés les chercher. Le pire, c'est quand il y a un truc sensible. Donc voilà, oui, ça j'ai trouvé que c'était très bien. Après, j'ai pas vérifié, je sais pas. En vrai dire, je peux pas répondre à la question, je sais pas ce qui s'est redit dans les médias. Et en y repensant, après, qu'est-ce que tu gardes du procès ? Parce que là maintenant, ça fait un petit moment que c'est terminé. Et quand tu y repenses, est-ce que tu y repenses souvent déjà ? Et quand tu y repenses, qu'est-ce que tu en as gardé ? Alors oui, c'est vrai que c'est embêtant à dire, quoi. C'est comme si c'était un bon moment, quoi. Pour moi, c'est un moment fort et important.
Pour moi, c'est cette histoire de rencontre avec les Amazones, ce moment on va dire sororité, mais enfin de fusion avec toutes les femmes qui étaient là. Pour moi, c'était quelque chose de très fort. Et je me dis, ça a existé, quoi. Cette transformation du plomb en or, là. Alors effectivement, il y a tout ce que Gisèle a vécu, et effectivement, on peut pas évacuer ça, et c'est horrible. Si on se penche, moi je peux pas, j'ai pas vu les images, je veux pas les voir, je veux le moins possible entendre parler de ce qui s'est passé vraiment, parce que je veux pas être perturbée par des images qui m'envahiraient, et j'ai pas envie de. Et puis ça aiderait personne. Hein. Comment ? Ça n'aiderait personne de toute façon. Oui, de te traumatiser avec ça, oui. Ça soulagerait absolument pas la victime. Non, moi, ce qui m'a paraissait important, c'était d'être là pour effectivement soutenir Gisèle, parce que je voyais que ça lui faisait du bien qu'on soit là. Ça lui faisait du bien. Je pense que les avocats aussi, c'était important qu'on soit là à les soutenir, et que elle, Gisèle, nous donne aussi autant. Et donc, c'est ça que je garde, en fait. C'est le côté positif, hein, où enfin, on parle vraiment on parle du viol, quoi. On parle de ce qui s'est passé. Et comme effectivement, là, il pouvait plus fuir dans tous les sens. Il y avait les images, il y avait tout, il y avait toutes les preuves. Donc là, pour une fois, on est obligé de nommer les choses. Malgré ça, moi, je suis écœurée par la justice, quoi. Si je vois l'autre versant, s'il m'arrivait un truc comme ça, je fais pas l'appel à la justice. Je vais voir mes copines féministes, mais je vais pas m'adresser à la justice. Parce que tes copines féministes seront là pour toi. Ben oui. Ah oui, non, parce que la justice, non, on voit bien de quoi ils sont capables, quoi. Il y avait des avocats, et malheureusement aussi des avocates, qui avaient des propos misogynes, quoi, sexistes, enfin... On était en 1950, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il s'est rien passé depuis le procès avec Halimi, là, dans les années 70. Comme si ça n'avait pas bougé. Halimi serait là et dirait, mais où suis-je, quoi? Où suis-je? Oui, c'est sur certains plans, les choses qu'on a entendues, la façon de se comporter, c'était assez affligeant, et il y avait une aversion parfois qui était terrible par rapport à la victime, quoi. Oui. Qui était accusée, oui. Et puis les féministes, on était traités comme si c'était nous les criminels, quoi. Oui, tout à fait. Et même par le haut traitement, des fois, là, il y avait un vigile qui prenait un petit pouvoir, là, sur les femmes. Moi, j'ai vu engueuler des femmes. Oui. Moi, je me suis fait alpaguer par un policier, là, parce que il y avait un violeur qui passe, et il croit que j'ai pris une photo. Aussitôt, il appelle un policier, enfin, je sais pas ce que ça s'appelle, un policier, un gendarme, je sais pas ce que c'est, qui aussitôt fonce sur moi, qui regarde mon téléphone, et je dis, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Et donc, il commence à tourner sur mon téléphone, et il y avait les collages de la veille. Moi, je prends que des photos tout le temps, et il y avait les collages de la veille sur mon appareil. Je lui dis, stop, vous arrêtez là. Voilà ce qui se passait sur nous en tant que féministes, et ce gars-là, ce vigile, qui engueule des femmes qui avaient fait la queue, qui voulaient ensemble dans la queue parce qu'elles s'étaient absentes 5 minutes, et il leur criait dessus, comme si effectivement on était des criminels tout le temps, quoi. En fait, c'est pas du tout des policiers, c'est le service d'ordre qui se comportait comme des policiers. Parce que plusieurs fois, il y en a qui se sont rebellés et qui ont demandé à ce que les policiers viennent. Donc, c'était pas les policiers, c'était le service d'ordre qui a pris un pouvoir. Il y avait le vigile, il y a eu le vigile qui engueulait ces femmes, là, comme s'ils étaient des criminels, et il y a eu ce policier, c'est un policier, là, qui est venu regarder mon portable. Il y a eu des vigiles, il y a eu un peu de tout. La constante, c'était que c'était souvent des hommes, et que les personnes qu'ils se permettaient de maltraiter, c'était des femmes. Je pense que si le public avait été plus mixte ou juste des hommes, on n'aurait jamais été traité comme ça, que c'est vraiment indigne de la justice de se comporter comme ça. Enfin, moi, c'est pareil, à un moment donné, on devait poser toutes nos affaires à l'extérieur, enfin, la gourde, etc. On ne sait pas, c'est comme si dans la salle de retransmission, on allait, je ne sais pas, par télépathie, tuer un violeur. Et en fait, moi, un jour, j'ai oublié ma gourde à l'entrée, comme presque tout, ça nous est arrivé. Et quand je suis revenue pour la chercher, ils m'ont ri au nez en disant « on l'a jetée !» Et oui. Voilà, c'était vraiment le mépris, enfin vraiment comme si ils étaient là pour défendre les violeurs, quoi. Enfin, c'est même pas comme si. Ils étaient là pour ça, clairement. Et est-ce que tu peux nous parler aussi des moments où il y a eu beaucoup de monde, les moments, par exemple, du verdict, quand on était dehors? Comment tu les as vécus, ces moments où il y avait quand même plus de foule et de la tension? Alors, le jour du verdict, je regardais beaucoup. Bon, je prends toujours des photos, donc j'ai un pied dedans. Enfin, je suis tellement dedans, voilà. À la fois, je suis tellement dedans, parce que là, j'étais complètement dans le procès et dans ce qui se passait, et dans mon militantisme féministe, et puis à la fois, j'essaye d'avoir un petit truc en dehors pour prendre des photos. Donc, je circulais toujours beaucoup. Alors, quelquefois, il y avait des choses qui m'échappaient justement parce que je circulais. Il y avait une espèce d'effervescence, là, beaucoup au moment du verdict. Et puis, je voyais aussi, il y avait justement...
Devinck, là, Hélène Devinck. Tout à coup, je me suis dit, cette femme, je la connais. Et je voyais qu'elle avait un air triste. Mais je sais pas si vous l'avez vue quand elle était devant. Non. Et je me suis dit, mais oui, cette femme, j'ai traversé par plein de choses, quoi. À la fois une espèce d'attente du verdict où je me disais, mais c'est sûr que ça va, c'est sûr j'avais mon ami qui disait, mais non, qui craignait, elle, qu'il soit pas reconnu coupable, elle, ça lui suffisait qu'il soit reconnu coupable. Et moi, je disais, mais ils vont prendre le maximum. Enfin, moi, j'étais dans ce truc-là de me dire, oui, c'est bon, quoi, c'est bon, avec tous les médias. Enfin, il faut que ce soit exemplaire. Si c'est pas exemplaire là, ça le sera jamais. Après, c'est là que aussi des fois, on voit par rapport à un positionnement féministe, par rapport aux mots, enfin, ce que je disais un petit peu au début, là, par rapport à on doit changer de camp. À un moment donné, je suis allée faire un tour. Il y a une Amazone qui m'a dit on va aller voir derrière, il y a les policiers qui sont là, qui vont emmener directement les accusés, les violeurs, là directement en prison. Est-ce que tu viens avec moi? J'ai dit oui, je viens. Et donc on est allé derrière et il y avait une femme là qui était là. Donc je suis restée toute seule. Moi, elle est repartie assez vite, cette Amazone. Et il y avait une femme qui me demande est-ce que vous savez combien il a pris? Alors elle me dit un nom que j'ai pas retenu. J'ai dit non, je sais pas. Mais il y avait des journalistes qui étaient là et elle leur dit le nom et ils cherchent et ils disent il a pris 8 ans. Et là, elle s'est mise à hurler, à crier, enfin, une espèce de crise, mais on pouvait pas l'arrêter, quoi. On ne pouvait pas l'arrêter, elle était, elle pouvait pas encaisser. Parce qu'effectivement, il avait, après, j'ai compris, enfin, j'ai réussi à lui parler après, c'est pareil, je l'ai prise dans mes bras, quand j'ai pu, parce elle disait, j'ai des frères, mes frères vont le tuer, ils vont l'acheter dans le Rhône, et donc j'ai compris après que cette femme avait une relation avec ce violeur, pendant pas longtemps, et criait, j'aurais dû le dénoncer, mais je pouvais pas avec mes enfants, je pouvais pas avec mon travail, elle a fait une espèce de crise, quoi, vraiment. Donc c'était en fait une femme qui avait été victime d'un des violeurs, mais qui n'avait pas obtenu justice, c'est ça? Qui n'avait pas obtenu justice, qui n'avait pas porté plainte. D'accord, donc en fait elle espérait que... Oui, voilà. Et donc il avait pris 12 ans au départ. Les réquisitions, c'était 12 ans et il a pris 8 ans. Ouais, ils ont eu tous un tiers de moins que les réquisitions, à peu près. Et donc, effectivement, j'ai vu que moi, j'étais effectivement choquée par le fait que ce soit moins, quoi. Ah oui, ils étaient en solde. Voilà, moi j'étais choquée, mais que ça n'avait rien à voir avec cette femme qui, elle, avait vécu des choses par rapport à ce gars, et elle, les 4 ans, ça fait 4 ans, 8, 9, 10, 102, pour elle, ça faisait... 4 ans de réduction. Ouais. C'était inencaissable, quoi. C'était inintégrable. Moi, à un niveau intellectuel, cérébral, je disais, ben non, j'étais en colère et j'étais mécontente, mais Toi, c'était intellectuel, mais elle, c'était viscéral, quoi. Et j'ai vu ce que ça faisait 4 ans en moins, j'ai vu ce que ça faisait sur elle, quoi. Voilà. Ouais. En fait, on en a rencontré quand même beaucoup des femmes qui ont été victimes de ces violeurs et qui n'avaient pas, soit pas porté plainte, soit... Ah oui. Bref. Et aussi beaucoup de femmes victimes en général de violeurs et souvent de soumission chimique et qui attendaient la justice, en fait. Oui, qui espéraient que la justice soit rendue. Oui. En notre nom à toutes, en fait. Oui. Et donc, cette femme, elle s'est effondrée, quoi. Ah oui, complètement. Enfin, oui, elle avait une crise terrible, hein. Oui. Après, je suis revenue avec elle je lui ai dit de venir avec moi, vers le devant du tribunal où elle serait mieux avec tout le monde devant. Donc après, elle est venue et je sais pas ce qu'elle est devenue, mais... Donc voilà, c'était des moments qui étaient... on a l'impression de ne plus savoir où on est, quoi. On se dit, on a l'impression, à la fois, il y a ce truc où on a l'impression d'être dans l'histoire. Là, c'est vrai qu'on sentait que c'était l'histoire qui se jouait, là, par rapport aux femmes, aux féministes, et puis quelque chose qui fait pchit aussi, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Tous ces journalistes qui sont là, du monde entier, et au bout du compte, c'est ça. C'est ça, la montagne qui accouche d'une souris, en fait. Oui. Un procès où tout est exemplaire, les preuves, tout, et finalement, des peines un peu ridicules, quoi. Oui. L'amertume. Donc maintenant, on va sur la conclusion de notre entretien. J'aimerais que tu dresses un peu le bilan maintenant de tout ça pour toi, et peut-être que tu t'adresses aux femmes qui écoutent pour leur dire ce que tu as envie de dire. Moi, ça me conforte dans le fait qu'il faut trouver les femmes, les féministes avec qui on se sent bien, avec qui on est d'accord pour se battre. Enfin, il n'y a que la lutte collective, quoi. On va s'en sortir que par le collectif. Individuellement, il ne va rien se passer, hein. Il faut vraiment qu'on soit ensemble dans une lutte collective. Alors le problème, c'est par rapport à tous ces courants contraires, tous ces vents contraires.
Voilà, on a beau être féministe depuis des années, et à chaque fois, il y a quelque chose d'autre qui vient mettre des bâtons dans les roues. Alors en ce moment, c'est tout ce mouvement queer, non-binaire, trans, enfin voilà, une nouvelle misogynie, un nouveau patriarcat qui prend les apparences en plus du féminisme. Un patriarcat masqué, quoi. Un patriarcat masqué, il faut se battre contre tous les misogynes, tous les sexistes, qui existaient déjà, mais qui étaient clairement identifiés. Et maintenant, il faut se battre contre ces traîtres à la cause qui se font passer pour des féministes et qui accusent les féministes de tout, quoi. Tu sais ce que ça m'évoque, en fait, quand tu racontes là, ça me fait rire, parce que quand j'étais enfante, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Le concombre masqué. J'ai l'impression, ce que tu racontes, c'est le retour du concombre masqué. Oui. Voilà. Bref. Ouais, c'est pas hyper élégant, mais ça m'a beaucoup fait rire. oui, ben c'est ça, ça leur va bien, tiens. Parce qu'effectivement, moi je pense que ce mouvement, il est mené par ce mouvement trans, activiste, là, il est mené par des hommes, des hommes devenus femmes, enfin les trans femmes, donc des hommes au départ, qui restent des hommes et qui sont, moi je pense, qui ont une misogynie féroce, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Et qui en plus sont fascistes. Oui. Puisqu'ils nous menacent, nous harcèlent, etc., nous violentent. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais oui, Enfin, c'est pour dire qu'on a besoin d'être ensemble. En fait, c'est un nouveau masculinisme, et le masculinisme a beaucoup de visages. Oui, c'est ça. Mais donc restons unis et soyons dans des collectifs et battons-nous, oui, collectivement, il n'y a que ça. Qui peut nous sauver aussi, nous, individuellement, quoi, parce que sinon, qu'est-ce qu'on devient, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci Raphaël. Merci à vous. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.